Et si je vous disais qu'en cet instant, tandis que vous m'écoutez, un silence vous entoure, un silence qui n'est pas seulement une absence de son, mais une présence vivante qui vous observe et vous attend, un silence dense et invisible qui plane entre vous, et tout ce que vous croyez être, et qui, à un moment donné, vous obligera à l'affronter sans défense. Ce silence, dont presque personne ne parle, est plus ancien que tous les mots que vous ayez appris à prononcer. Tel un spectateur patient, il attend le moment où vous réaliserez enfin qu'il a toujours été là, accompagnant chacun de vos pas, chacun de vos gestes, chacun de vos choix. Il ne juge pas, n'impose rien, mais il a un pouvoir dévastateur. Il révèle, et il révèle parce qu'il n'a rien à cacher. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà éprouvé cette étrange sensation que le monde entier se taise soudain, et qu'au milieu de ce vide, quelque chose en vous se met à parler d'une voix que vous ne reconnaissiez pas? Pour Franco Basaglia, qui a consacré sa vie à démanteler les prisons, physiques et psychologiques, ce silence n'était pas un ennemi, mais un allié. Il ne voyait pas le silence comme une absence de vie, mais comme une occasion de toucher ce qu'il y a de plus vivant en nous. Selon lui, aucune guérison n'est possible sans d'abord regarder les barreaux que nous dressons en nous-mêmes. Et pour les voir, nous devons entendre ce que seul le silence peut dire. C'est fascinant, et pourtant troublant, car ce silence n'est pas prévenu. Il survient entre deux distractions, dans l'intervalle d'une routine précipitée, dans la solitude d'une pièce fermée, alors que tout le monde est parti. Il s'installe lentement, sans même qu'on se rende compte qu'on est déjà à l'intérieur. On ressent alors une étrangeté, une lourdeur dans l'air, un léger frisson dans la nuque, une envie irrépressible de se lever et de faire autre chose juste pour éviter d'y rester. Pourquoi avons-nous si peur de quelque chose d'aussi simple? Basaglia connaissait la réponse, parce que ce silence efface le fantasme de normalité que vous avez soigneusement construit pour survivre. Il ne se contente pas de dévoiler le masque, il vous montre le visage qui se cache derrière, et souvent vous n'aimez pas ce que vous voyez. Après tout, qui seriez-vous sans les rôles que vous jouez au quotidien? Sans les vous que vous vous êtes inventés pour vous intégrer aux autres? Sans les excuses, les histoires, les déguisements? Vous êtes-vous déjà demandé si vous connaissiez vraiment la personne qui vit derrière vos yeux? C'est là que le silence se transforme en miroir, et il n'est pas tendre. Il ne vous montre pas seulement ce que vous aimeriez voir, mais tout ce que vous avez passé votre vie à essayer d'enfouir. Il reflète les peurs que vous avez niées, les désirs que vous avez étouffés, les décisions que vous avez prises pour plaire aux autres tout en vous trahissant vous-même. Et pourtant, dans ce malaise se cache aussi une promesse, celle de l'authenticité, de découvrir, peut-être pour la première fois, ce qui est vraiment en vous. Mais cette promesse a un prix. Il faut avoir le courage de garder le silence assez longtemps pour que le silence révèle ce qu'il a à dire. Basaglia disait qu'il n'y a pas de plus grande folie que de vivre sans jamais regarder en soi. Il voyait la société comme une vaste institution psychiatrique à ciel ouvert, avec des règles et des coutumes soigneusement conçues pour nous éloigner de nous-mêmes. Les gens, disait-il, craignent le silence car il trahit la prétention collective que tout va bien, que nous avons tous le contrôle. C'est pourquoi nous remplissons nos vies de bruit, d'engagement, de réseaux sociaux, de télévisions allumées, de conversations creuses, de tout ce qui nous empêche d'approcher ce silence. Car nous savons, même inconsciemment, que lorsqu'il survient, la surface de la réalité commence à se fissurer. Et sous ce silence se cache quelque chose que nous ne pouvons nommer, quelque chose qui nous effraie, car nous savons qu'il peut nous transformer à jamais. Cependant, une question inévitable demeure. Vaut-il la peine de vivre en fuite? Cette fuite n'est-elle pas plus coûteuse que d'affronter ce qui est caché? Basaglia croyait qu'il n'y avait pas d'autre issue que la traversée. Il observait les patients des hôpitaux psychiatriques, enfermés dans des cellules où personne ne les écoutait, et constatait combien le silence y était différent. Il était imposé, non choisi. Et pourtant, chez certains, l'étincelle naissait. Le moment où la personne décidait de s'écouter, malgré tout. Il disait que seule l'écoute véritable libère, et c'est de cette écoute que naît la lucidité. Peut-être l'avez-vous ressenti de manière subtile. Ce soir-là, seul dans le salon, vous avez éteint les lumières plus tôt que d'habitude, pour finalement réaliser que vous ne teniez pas en place. Ce voyage où, seul dans votre chambre d'hôtel, vous avez ressenti un nœud dans la poitrine que vous ne compreniez pas. Cet après-midi où, même entouré de gens, vous vous êtes senti absurdement seul. Tels sont les appels du silence, et plus vous essayez de l'étouffer, plus il hurle. C'est curieux,
Beaucoup passent leur vie à fuir cette rencontre, imaginant que s'ils ne regardent jamais en eux-mêmes, ils n'auront jamais à affronter ce qui est là. Mais le silence prend son temps. Il attend. Il attend que vous soyez suffisamment fatigué pour arrêter de courir. Il attend que le bruit ne vous distrait plus. Il attend le moment où, sans savoir pourquoi, vous fermez les yeux et vous demandez enfin « Qui suis-je ?» quand personne ne me regarde. Et c'est peut-être la question la plus dangereuse de toutes, car en la posant, on ouvre la porte à un territoire d'où l'on ne ressort jamais le même. Basalia disait que ce territoire est comme un asile de fous sans mur, où l'on découvre que les véritables délires ne se trouvent pas dans les services psychiatriques, mais ici, parmi les saints d'esprit, qui portent leur masque au quotidien, sans jamais le remettre en question. Alors, si vous ressentez cette agitation en ce moment, cette respiration saccadée, cette envie de vous lever et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire taire ce qui commence à monter en vous, sachez que c'est précisément là que le voyage commence. Le silence n'est pas l'ennemi, c'est le chemin. Bassaglia croyait que personne ne sort indemne de ce voyage, et c'est peut-être pour cela qu'il est si rare. Mais il savait aussi que c'est précisément parce qu'il est difficile qu'il est nécessaire, car chaque seconde passée sans affronter ce silence est une seconde où vous prolongez la prison invisible que vous avez construite autour de vous. La question n'est donc plus de savoir si le silence viendra à vous. Il viendra. La question est, quand il viendra, aurez-vous le courage de rester, de vous regarder dans le miroir qu'il vous tend sans détourner le visage? Et si je vous disais qu'aussi terrifiante que soit cette rencontre, elle ouvre la voie à une liberté dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence? Le croiriez-vous? Ou bien continuerez-vous à vouloir courir, même si vous savez que tôt ou tard il vous rattrapera? Parce que peut-être, juste peut-être, ce silence que vous craignez tant est en réalité la seule chose qui peut encore vous ramener à vous-même. Et donc, avec cette question, je vous laisse ici un instant, juste en train de respirer. Mais sachez que la partie suivante est encore plus inconfortable, car il ne suffit pas que les masques tombent. Vous devrez décider quoi faire du visage que vous découvrirez en dessous. Il y a un moment où le masque commence à se détacher. On ne le remarque pas au premier abord. C'est subtil. Il ne tombe pas d'un coup. Il craque, glisse lentement tandis qu'on essaie de le maintenir sur son visage. Et lorsqu'il nous échappe enfin des mains, le bruit est à peine audible. Mais au fond de nous, on sait que quelque chose a été brisé à jamais. Franco Basaglia disait que les masques sociaux ne sont pas des accessoires, mais des prothèses. Ils sont si bien moulés sur votre visage qu'on finit par croire qu'ils font partie de vous. Mais un jour, que ce soit par le silence qui s'installe discrètement ou par un événement bouleversant, une perte, une rupture, le chômage, la maladie, quelque chose les arrache. Vous vous regardez dans le miroir et vous ne reconnaissez plus celui qui vous regarde. C'est déconcertant. Parfois, cette rupture survient un lundi ordinaire. Vous êtes dans les embouteillages, dans un énième embouteillage, lorsque le klaxon à côté de vous ne résonne plus comme avant, mais comme un réveil grotesque qui vous fait vous demander « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Ou bien au travail, lorsque vous souriez à un collègue et qu'un vide intérieur vous envahit, car vous réalisez que ce sourire n'est pas le vôtre, qu'il ne l'a jamais été. Ou encore, lorsque vous fermez la porte de votre chambre, seul, et que soudain le silence vous enveloppe comme une couverture trop lourde à porter. Basaglia n'y vit pas une rupture, mais la vérité qui frappait enfin à la porte, car la personnalité, cette armure que vous revêtiez pour vous intégrer au monde, vous fut utile pendant longtemps. Elle vous protégeait, elle vous permettait de survivre à l'enfance, aux regards critiques, aux rejets, aux attentes. Mais elle vous étouffait aussi, vous empêchait de respirer, vous faisait croire que vous étiez vous-même. Quand elle commence à s'effilocher, vous réalisez à quel point vous aviez l'habitude de prendre le masque pour le visage. Cette découverte, cependant, n'apporte pas de soulagement immédiat. Au contraire, elle peut être angoissante. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire des choses pour plaire, à choisir des vêtements qui ne vous représentent pas, à rire de blagues que vous méprisez? Combien de fois avez-vous fait semblant de ne pas vous en soucier, alors qu'au fond de vous, vous étiez sur le point d'exploser? Chacune de ces petites trahisons s'est accumulée pour former la personne que les autres attendent de vous, mais que vous ne supportez plus d'incarner. Et puis un jour, la performance vacille. Une larme au milieu d'une réunion, un regard perdu au dîner, une colère inattendue envers quelqu'un qui n'était pas à blâmer. Ce sont des fissures, ce sont des signes, et vous ressentez de la peur, car vous commencez à réaliser que vous avez peut-être passé des années, des décennies,
à vivre pour entretenir un personnage. Bassaglia le constatait quotidiennement chez ses patients. Des hommes et des femmes qui arrivaient à l'hôpital avec un diagnostic, mais dont le véritable mal résidait dans l'incapacité d'être eux-mêmes. Il entendait des histoires de personnes qui n'avaient jamais pleuré en public, qui n'avaient jamais dit non à un supérieur, qui n'avaient jamais avoué à leurs parents leur malheur. Et là, à l'asile, loin des regards de la société, ces masques finirent par tomber, et ce qui se révéla sous-jacent n'était pas la folie, c'était la douleur. C'était un vieux cri, étouffé depuis des années, qui s'échappait enfin. Vous pensez peut-être que cela ne vous arrive pas, mais arrêtez-vous un instant et remarquez. Ne vous sentez-vous pas parfois trop fatigué pour suivre tout cela? N'avez-vous pas l'impression que le visage que vous montrez au monde est trop lourd, que vos épaules vous font mal, non pas à cause des sacs ou des mallettes, mais à cause de cette personnalité que vous vous êtes forcé à incarner? Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez eu l'impression d'être authentique? C'est pourquoi l'effondrement du masque n'est pas un échec. C'est un soulagement violent. C'est le début d'une chance d'échapper à l'asile invisible que vous vous êtes construit. Mais c'est un soulagement mêlé de terreur, car, pour la première fois, vous réalisez que vous ne savez pas qui vous êtes sans lui, que derrière ce personnage se cache un territoire que vous n'avez jamais visité, et qu'aucune carte ne vous aide à vous y retrouver. C'est comme quelqu'un qui a vécu des années dans une ville fortifiée, et qui découvre soudain que les portes ont toujours été ouvertes. Mais dès qu'on sort, au lieu de ressentir la liberté, on ressent le vertige. Le ciel est plus vaste qu'on ne l'imaginait. Le sol semble instable. Le silence extérieur est assourdissant. On pourrait même souhaiter retourner à l'intérieur, retrouver la sécurité des murs qu'on a connus autrefois, même si ces murs étaient nés faits de mensonges. Bassaglia considérait ce vertige comme un bon signe. Il affirmait que seuls ceux qui commencent à ressentir l'inconfort de leur propre masque sont véritablement vivants. Il expliquait que de nombreux patients, après des années d'institutionnalisation, demandaient à retourner à l'hôpital, même après leur sortie, non pas parce qu'ils étaient incapables de vivre dehors, mais parce que la liberté leur semblait un territoire trop vaste. Et c'est exactement ce qui nous arrive à tous lorsque la personnalité commence à se défaire. Le monde devient soudain un espace trop vaste pour quelqu'un qui a toujours vécu dans une petite pièce. C'est pourquoi vous essayez de sauver le masque, vous essayez de le recoller sur votre visage, vous essayez de reprendre vos anciennes habitudes, de rire aux mêmes blagues, d'occuper les mêmes places, mais il ne vous va plus. C'est comme porter des vêtements qui ont rétréci, des chaussures qui font mal, une peau qui ne vous appartient plus, et vous réalisez que vous ne pouvez plus être celui que vous étiez, mais vous ne savez pas non plus qui vous pouvez être désormais. Et c'est dans cet espace, entre ce qui s'est effondré et ce qui n'a pas encore surgi, que la plus grande confusion s'installe, car les autres continuent d'attendre de vous que vous restiez la même personne. Amis, collègues, famille. Tout le monde s'énerve en constatant que vous n'agissez plus comme avant. Quand vous cessez de rire aux blagues, quand vous ne proposez plus de sauver la situation, quand vous commencez à dire « non » au lieu de « oui ». Et vous commencez à vous demander « jusqu'où puis-je aller sans perdre tout mon entourage ?» Ce dilemme est cruel, mais inévitable. Bassaglia nous l'a rappelé. Nul ne peut vivre éternellement selon les attentes des autres sans en payer le prix fort. La question demeure, êtes-vous prêt à payer le prix d'être vous-même, même si cela vous coûte l'approbation, l'affection et le réconfort que vous receviez autrefois? Beaucoup ne le sont pas. Beaucoup retournent à l'asile, derrière le masque. Ils préfèrent de la douleur familière à la peur de l'inconnu. C'est compréhensible. Après tout, être authentique fait mal, parce qu'on se retrouve seul face au miroir, sans rien sur quoi s'appuyer. Et ce qu'on y découvre est rarement beau, du moins au premier abord. Ce n'est ni héroïque ni poétique. C'est humain, c'est contradictoire, fragile, blessé. Et on se demande, vaut-il la peine de le montrer au monde? Quelqu'un l'acceptera-t-il? C'est là que réside la surprise. Lorsqu'on laisse enfin tomber le masque et qu'on commence à révéler sa véritable identité, certaines personnes disparaissent, mais d'autres, inattendues, semblent marcher à nos côtés. Car l'authenticité effraie, mais inspire aussi. Elle libère les autres de leur propre prison. Elle brise les chaînes invisibles. Et même si l'on perd quelque chose en chemin, on gagne quelque chose d'incalculable, la paix de ne plus avoir à faire semblant. Alors, si vous sentez votre masque tomber, si vous commencez à réaliser que vous ne pouvez plus tenir seul ce rôle, sachez ceci, vous ne vous effondrez pas, vous commencez à naître, et cette naissance est douloureuse.
Parce que naître est toujours douloureux. Basalia voyait chaque faille dans le personnage comme un signe de santé, et non de maladie. Et vous pouvez choisir de le voir ainsi. Au lieu de colmater les fissures, il est peut-être temps de les laisser s'ouvrir grand. Peut-être est-il temps d'accepter que le personnage que vous avez créé ne vous sert plus. Et pourtant, à l'approche de cette décision, une autre question inévitable se pose. Qui serais-je après tout cela? Qui suis-je sans mes masques? Cette question résonne comme le tonnerre, parce que la réponse n'est pas prête, et c'est précisément pourquoi elle est si importante. C'est ici que je vous laisse pour l'instant, avec cet écho qui résonne en vous, car la suite du voyage ne sera pas moins douloureuse. En fait, elle est même plus déconcertante, car il ne suffit pas de détruire le masque. Il faut pénétrer le vide qu'il laissera derrière lui. Vous voilà arrivé. Le masque ne reviendra pas sur votre visage, malgré tous vos efforts. Ce qui vous protégeait autrefois vous étouffe désormais. Ce qui vous soutenait autrefois vous blesse désormais. Ce qui vient ensuite n'est plus l'effondrement. Vous l'avez déjà affronté. Ce qui vient ensuite, c'est ce que Franco Basaglia appelait le grand vide. Ce n'est pas l'absence, c'est l'excès. Un excès de possibilités, de questions, de silence, qui ne rentre plus dans vos oreilles. Au début, on se croit perdu. Et peut-être laisse-t-on. Ce qui nous guidait autrefois ne sert plus à rien, et rien de nouveau n'est encore apparu pour le remplacer. On a une sensation de suspension, comme suspendu entre un saut et une chute. On regarde en bas, et on ne voit plus le sol. On lève les yeux et il n'y a plus rien à escalader. C'est le pays du vide créatif, un lieu qui semble fait de rien, mais qui est en réalité rempli de ce qu'on ne voit pas encore. Ce vide a un son propre, un son qui semble venir à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Ce n'est ni du bruit, ni de la musique. C'est un murmure qui rappelle le vent dans une pièce fermée, un son qui vous accompagne. Le problème, c'est que, pressés d'échapper à l'inconfort, nombreux sont ceux qui interrompent leur voyage ici. Car ce territoire n'est pas accueillant, il est inconfortable. Il met à l'épreuve votre patience, votre courage, votre volonté de vous observer sans hâte ni distraction. Mais que vous attendiez-vous à trouver ici? Une réponse immédiate? Une nouvelle identité toute faite? Rien de tout cela n'existe ici. Ici, il n'y a que de l'espace. Un espace où les questions résonnent à perte de vue. Et l'une d'elles vous frappe comme un coup de poing. Qui êtes-vous sans personne pour vous surveiller? C'est précisément cette question qui nous paralyse souvent. C'est pourquoi beaucoup se replient sur eux-mêmes et tentent de retourner à leur masque, à leur routine prévisible, à des rôles sociaux qui semblent encore confortables, même s'ils ne leur conviennent plus. Mais une fois le vide perçu, on ne peut plus se leurrer longtemps. L'illusion se brise comme un verre tombé sur le carrelage. Pourquoi s'obstiner à en conserver les éclats? Le vide, malgré tout, n'est pas votre ennemi. C'est une invitation à désapprendre. Basaglia le voyait comme un laboratoire où il n'y a ni diagnostic ni condamnation, seulement des possibilités. Ici, nul besoin de savoir qui vous êtes. Il suffit d'être prêt à vous trouver. Même si, au premier abord, rien n'a de sens. Même si toutes les réponses que vous pensiez certaines s'évanouissent sous vos yeux. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Vous avez enfin eu le courage de lever le masque, et au lieu de trouver la liberté immédiate, vous découvrez un désert. Mais c'est précisément ce qui le rend fertile. C'est dans le silence de ce territoire que les premières graines commencent à germer, même si vous ne les voyez pas encore. Après tout, depuis combien de temps avez-vous cessé d'essayer de contrôler votre prochain pas? Depuis combien de temps avez-vous admis ne pas savoir où vous alliez? Et c'est dans ce manque de direction que le vide révèle sa puissance, car lorsque rien ne vous retient, tous les chemins peuvent se dessiner. C'est comme se tenir devant une toile vierge. On peut peindre ce qu'on veut, mais il faut d'abord endurer l'angoisse de ne rien avoir. Que choisiriez-vous s'il n'y avait personne pour approuver ou juger? Certaines personnes, en arrivant ici, découvrent des choses inattendues. Un homme qui a vécu pour réussir financièrement découvre qu'au fond, il voulait juste s'asseoir en silence auprès de quelqu'un qu'il aime. Une femme qui a consacré des années à être la fille parfaite découvre qu'au fond, elle veut juste voyager seule, sans explication. Ce sont de petites découvertes, mais ce sont les premières fissures dans cette prison invisible. Imaginez ce que pourrait être la vôtre. Mais le vide est aussi traître. Il vous met à l'épreuve avec de vieux souvenirs qui reviennent sans prévenir, avec des peurs que vous pensiez avoir vaincues, avec des images que vous n'avez jamais pu expliquer. Parfois, vous avez l'impression de régresser, de devenir fou.
c'est naturel. Basaglia disait que cela ressemble à de la folie seulement parce que la raison à laquelle vous vous êtes habitué est elle-même une forme de maladie. Quand l'ancien disparaît, le nouveau n'émerge pas immédiatement. Il y a un intervalle qu'il faut apprendre à habiter. Pourquoi avons-nous si peur de ce vide? Peut-être parce qu'on nous a appris à saisir chaque seconde, à combler chaque vide, à ne jamais admettre que nous sommes sans réponse. Nous grandissons avec l'illusion qu'il y a toujours un plan, toujours une certitude. Mais la vérité est que les moments les plus importants de la vie se produisent précisément dans ces vides. Quand on ne sait pas encore qui on est, mais qu'on ne peut pas non plus être celui qu'on était. Cette attente n'est pas passive. Ce n'est pas seulement endurer, c'est écouter. C'est prêter attention aux signes qui surgissent entre les lignes du silence. Un souvenir d'enfance qui réapparaît avec une couleur différente. Un rêve que vous ne comprenez pas, mais qui ne veut pas disparaître. Un sentiment que vous n'avez jamais eu le courage d'avouer, même pas à vous-même. Ce sont les premiers signes que quelque chose commence à se former. Les percevez-vous? Il y a aussi un risque ici, se précipiter. Essayez de sortir de ce vide et de combler l'inconfort par n'importe quoi. Un autre masque, un autre rôle, un autre personnage. C'est pourquoi beaucoup, même après une crise, finissent par répéter les mêmes schémas, parce qu'ils n'ont pas supporté le vide assez longtemps pour que quelque chose de nouveau émerge. Pourriez-vous supporter de rester ici, sans réponse, plus longtemps que vous ne le pensez possible? Et il y a un détail que presque personne ne remarque. Le vide n'est pas uniforme. Il est mouvant. Certains jours, il paraît insupportable. D'autres, il est accueillant. Il y a des matins où il est lourd comme du plomb et des nuits où il paraît léger comme l'air. C'est dans cette oscillation qu'on apprend à se fier moins aux certitudes et davantage à l'intuition. Car aucune certitude ne vous sauvera ici. Avez-vous déjà remarqué que les plus grands moments de lucidité surviennent parfois aux moments les plus inattendus? En faisant la vaisselle, en marchant seul dans la rue, en attendant l'ascenseur. C'est parce que dans ces moments-là, vous ne cherchez pas à être quoi que ce soit. C'est parce que dans ces moments-là, vous n'êtes pas distrait par le masque. Vous êtes, tout simplement. Et le vide aime ces interstices. Basaglia disait que la beauté du vide réside dans le fait qu'il ne vous offre rien, mais qu'il ne vous demande rien non plus. Il vous renvoie simplement à vous-même, brut, sans adjectif. Et c'est pourquoi tant de gens ne peuvent rester. Car enfin réaliser qui l'on est sans adjectif, sans titre, sans applaudissements, peut être plus difficile qu'il n'y paraît. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui reste quand il ne reste plus rien? Et à ce stade du voyage, quelque chose de nouveau commence à se produire. Ce qui semblait autrefois hostile prend une nouvelle couleur. Vous commencez à remarquer de petits signes de vie dans ce qui ressemblait autrefois à un désert. Une idée qui émerge sans effort. Un désir que vous n'aviez pas ressenti depuis des années. Un courage timide de dire « non » pour la première fois. Ce sont des graines, et les graines sont invisibles au premier abord. Mais elles sont là. La grande question est, aurez-vous la patience d'attendre qu'elles poussent? Ou tenterez-vous de les arracher avant qu'elles ne fleurissent, juste pour obtenir une réponse rapide? C'est la preuve ultime du vide. Cela ne vous donne pas ce que vous voulez. Cela vous donne ce dont vous avez besoin, mais seulement si vous êtes prêt à écouter. Et tandis que vous écoutez, que vous respirez profondément dans cet espace sans nom, d'autres questions émergent. Des questions qui n'ont pas de réponse facile. Qu'avez-vous peur de découvrir? Qu'avez-vous peur de désirer? Qu'avez-vous peur de perdre? Des questions qui vous regardent droit dans les yeux et ne vous laissent pas détourner le regard. Et c'est là que vous réalisez quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas de reconstruire qui vous étiez. Il ne s'agit pas de revenir à qui vous étiez, parce que cela n'existe plus. Il s'agit de renaître, mais d'une manière que vous ne connaissez pas encore. Et renaître n'est pas confortable. C'est solitaire, déroutant, plein de douleur et de doutes. Mais c'est aussi le début de tout ce qui compte vraiment. Peut-être cherchez-vous encore à comprendre pourquoi tout cela vous paraît si difficile. Peut-être pensez-vous encore que quelque chose ne va pas chez vous pour ressentir cela. Mais Basaglia vous le dirait déjà. Il n'y a rien de mal à ne pas savoir qui l'on est. L'erreur est de croire que vous devriez déjà le savoir. Car à chaque pas, à chaque silence, à chaque désert, vous devenez un peu plus entier. Et le vide, malgré son apparente cruauté, n'est pas contre vous. Il est de votre côté. Il vous renvoie aux questions que vous avez éludées pendant des années. Il vous donne l'occasion de vous réinventer. Il vous offre un champ libre où vous pouvez choisir, mais seulement si vous avez le courage d'y rester, d'observer tout ce qui émerge,
sans fuir, sans vous engourdir, sans chercher à redevenir ce qui ne vous convient plus. Et quand vous vous y attendrez le moins, au milieu de cette attente, quelque chose en vous commencera à s'agiter, quelque chose que vous ne comprenez pas encore, mais qui vous semblera plus familier que n'importe quel masque que vous ayez jamais porté, quelque chose qui n'a pas encore de nom, mais qui commence déjà à respirer. C'est à ce moment-là que vous réalisez, rien de ce que vous avez vécu jusqu'à présent ne vous aurait préparé à cela. Et rien de ce que vous ferez désormais ne sera plus important qu'apprendre à habiter cet espace sans précipitation, sans garantie, mais avec la confiance que quelque chose de nouveau en émergera. Et là, quand vous commencez enfin à accepter le vide comme un champ fertile, une autre surprise vous attend, car ce que vous découvrirez, au plus profond de ce silence, ne concerne pas que vous. Il y a quelque chose d'encore plus profond qui vous relie à tout ce qui existe. Mais ça, c'est quelque chose que je ne pourrai vous raconter que dans la prochaine partie. À un moment donné, tandis que vous attendez que quelque chose s'épanouisse dans le vide, tandis que vous respirez profondément dans ce silence fertile, vous commencez à remarquer quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Un mouvement timide, presque imperceptible, se produit en vous. Ce n'est ni une réponse, ni une certitude, ni même une idée très claire. C'est une sensation brute, presque animale, de ne pas être seul. Non pas au sens d'avoir quelqu'un à vos côtés, mais au sens d'être plus riche que vous ne l'imaginiez. C'est comme si, soudain, des portes que vous n'aviez jamais ouvertes se mettaient à grincer. Vous sursautez car les premiers bruits qui sortent de ces portes ne sont pas jolis. Ils sont étranges, parfois grotesques, d'autres fois douloureusement familiers. Et vous comprenez enfin ce que Franco Basaglia voulait dire quand il disait que la solitude ne nous révèle pas seulement qui nous sommes, mais aussi tout ce que nous cachons pour exister en société. Le masque est tombé, le vide s'est installé, et maintenant c'est inévitable. Vous devez regarder ce que vous avez toujours caché derrière ces portes. Vous pourriez être tenté de les qualifier de défauts, peut-être de folie, mais rien de tout cela n'est juste. Ce qui émerge maintenant n'est ni un défaut ni une maladie. C'est vous, dans son intégralité. C'est la somme de toutes les parties que vous avez appris à exiler pour être accepté. C'est la colère que vous ne pouviez jamais ressentir. C'est la tristesse que vous avez réprimée pour paraître forte. C'est la joie que vous avez étouffée pour ne pas contrarier les autres. C'est la curiosité, la sensualité, la peur, la foi, le doute, tout ce que vous considériez autrefois comme gênant et refoulé. C'est choquant au début. On peut ressentir de la honte, du dégoût. On peut penser devenir fou. Basaglia, qui a vu des centaines de personnes traverser ce processus en établissement psychiatrique, a déclaré que presque personne ne sort indemne de la confrontation avec son ombre. Il se souvient de patients qui semblaient maîtriser la situation pendant des années et qui se retrouvaient en proie à des crises de larmes inconsolables lorsqu'on les laissait enfin seuls avec leur propre voix. Ils ne pleuraient pas seulement pour eux-mêmes, ils pleuraient pour tout ce dont ils s'étaient forcés à se passer, juste pour s'intégrer au monde. Avez-vous déjà remarqué que les gens ont peur de rester seuls trop longtemps chez eux? Ils montent le son de la télévision, allument les lumières, se promènent, envoient des SMS à tout le monde juste pour éviter de ressentir ce qui les guette. Rien d'étonnant à cela. Une étude de 2014 de l'Université de Virginie a montré que 67% des hommes et 25% des femmes préféreraient recevoir une décharge électrique douloureuse plutôt que de rester seuls 15 minutes dans un silence absolu. 15 minutes, voilà de quoi il s'agit. Cette aversion a une explication. Pendant ces 15 minutes, les premières fissures de l'asile invisible commencent à apparaître. Et quand il apparaît, que faites-vous? Refermez les portes? Faire comme si vous ne l'aviez pas vu? Ou avez-vous le courage de rester assis face au chaos et d'entendre enfin ce que ces voix ont à dire? Parce que ces voix sont les vôtres. Cette colère que vous ressentez et cette honte de ne pas être apparu de nulle part, cette tristesse que vous qualifiez de drame, a une raison. Ce sentiment d'inadéquation, de culpabilité, de honte et de désir ne sont pas des aberrations. Ce sont des parties de vous. Des parties qui ont été bannies de la fête parce qu'elles menaçaient l'ordre que vous vouliez que les autres pensent de vous. Basaglia racontait souvent l'histoire d'un homme qu'il avait soigné à l'hôpital psychiatrique de Gorizia. L'homme était arrivé avec un diagnostic de schizophrénie,
dû à de violentes crises de colère. Mais lorsque Basaglia a commencé à lui parler, il a découvert que son histoire était marquée par des années d'humiliation silencieuse. Un père qui le rabaissait à la maison, un patron qui le ridiculisait au travail, une femme qui l'ignorait. Il avait si longtemps refoulé sa colère qu'elle a fini par déborder de la seule façon possible, sous forme d'explosion. Ce n'était pas une maladie, c'était un cri, c'était légitime. Et c'est exactement ce que vous commencez à comprendre ici. Cette ombre qui apparaît en vous n'est pas un ennemi. C'est vous qui demandez à être entier. À ne plus avoir à diviser votre existence entre l'acceptable et l'indicible. À ne plus avoir à vous comporter comme un prisonnier de votre propre corps. Cela ne veut pas dire que ce soit simple, ni confortable. Vous vous surprendrez à regretter des choses inexplicables, à détester les gens que vous aimez, à vous souvenir d'épisodes que vous préféreriez oublier, et cela perturbera votre estime de soi. Mais vous devez comprendre, ce désordre n'est pas une destruction, c'est une reconstruction. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens, lorsqu'ils boivent trop ou s'emportent, disent des choses qu'ils prétendent ensuite ne pas avoir pensées, comme s'ils ne le pensaient pas? Mais si, c'est toujours vous. Seulement, c'est la partie que vous avez refoulée jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. C'est pourquoi Basaglia disait que l'asile le plus cruel n'est pas celui avec des barreaux et des murs blancs, mais celui que l'on porte en soi, où l'on enferme toutes ces versions de soi que l'on n'ose pas montrer. Et là, un tournant s'amorce, car face à ces épreuves, un événement inattendu se produit, vous commencez à vous sentir plus léger, plus authentique, plus vivant, parce que vous réalisez que vous n'avez plus besoin de dépenser votre énergie à garder les portes verrouillées, que vous n'avez plus besoin de trouver d'excuses à chaque impulsion, que vous n'avez plus besoin d'expliquer à qui que ce soit pourquoi vous vous sentez comme vous le faites, et peut-être découvrirez-vous, pour la première fois, il est possible de rire de quelque chose sans se demander si c'est nécessaire. Il est possible de pleurer en public sans se sentir gêné. Il est possible de dire non sans culpabiliser. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait la vie si vous n'aviez plus à vous séparer de qui vous êtes et de qui vous prétendez être? Bien sûr, certains s'en iront, car votre authenticité révélera leur manque de courage. Mais d'autres apparaîtront. Des gens qui reconnaîtront en vous la liberté qu'ils aspirent eux aussi à avoir. Des gens qui se sentiront en sécurité, parce que vous avez osé être qui vous êtes en premier. Et il y a un détail surprenant. En vous autorisant à voir votre ombre, vous commencez à mieux voir celle des autres aussi. Et soudain, vous comprenez que personne n'est à l'abri, que chacun mène des combats invisibles, que chaque sourire au supermarché peut cacher une peur, que chaque embouteillage peut cacher des années de souffrance. Vous cessez de juger les autres autant, car vous comprenez que chacun essaie simplement de trouver un équilibre entre ce qu'il est et ce que la société attend de lui. Il y a un fait intéressant. Une étude de 2016 publiée dans Frontières en psychologie des études ont montré que les personnes capables d'intégrer leurs émotions négatives, comme la colère et la tristesse, à leur propre identité, présentent un bien-être psychologique plus élevé et un risque moindre de dépression. Autrement dit, il ne s'agit pas d'éliminer ces émotions, mais de les accepter, de les comprendre et de les accueillir. C'est pourquoi Basaglia insistait. L'authenticité n'est pas un idéal, c'est une pratique. C'est une pratique quotidienne qui consiste à ne pas avoir honte de soi, à nommer ce que l'on ressent sans s'en excuser, à cesser de demander la permission d'exister. Et cela ne se manifeste pas seulement par de grands gestes. Cela se manifeste dans les petites choses. Choisir un plat au restaurant sans se soucier de ce que les autres en penseront. Décider de sortir de chez soi avec les vêtements qui vous font du bien, même s'ils paraissent étranges. Dans la façon de regarder quelqu'un dans les yeux quand on dit la vérité, même si sa voix tremble. Ce sont ces petits choix qui, ensemble, brisent les derniers barreaux de l'asile invisible. Mais ne vous y trompez pas, l'authenticité a un prix. Elle exige d'accepter de ne pas être compris de tous, de supporter les regards désapprobateurs, de supporter la solitude, un temps jusqu'à l'émergence de nouvelles relations, plus authentiques. Et pourtant, ça en vaut la peine. Car une fois qu'on a goûté à la plénitude, même pour un instant, il est impossible d'accepter moins. Alors maintenant, je vous pose la question. Qui seriez-vous si vous n'aviez peur de décevoir personne? Quelle décision prendriez-vous si vous n'aviez de compte à rendre à personne? Quels mots diriez-vous si vous n'aviez peur de rien perdre? Cette question vous hantera un moment. Elle vous murmurera aux moments les plus improbables. Elle apparaîtra dans le miroir le matin.
Elle surgira pendant une pause café, dans le silence d'une nuit ordinaire, dans le souffle entre deux rendez-vous. Et elle vous rappellera toujours que peu importe à quel point c'est inconfortable, être vous-même est toujours la seule chose qui peut vraiment vous sauver. Car si tu n'oses pas vivre dans ton ombre, quelqu'un continuera à te dicter ta conduite, et tu continueras à obéir. C'est ici, à cet instant précis, que vous commencez à réaliser que tout ce que vous considériez comme un défaut peut être une force. Tout ce que vous considériez comme une faiblesse peut être une flamme. Tout ce que vous cachiez peut être le véritable pont vers la liberté. Et lorsque vous vous autorisez enfin à traverser ce laboratoire d'authenticité, lorsque vous acceptez la légitimité de chacun de vos éléments, vous remarquez quelque chose d'encore plus troublant. Le temps commence à se comporter différemment. Les souvenirs changent de couleur. L'avenir semble plus proche. Le passé semble plus présent. Mais ça, c'est quelque chose que je ne peux vous dire que dans la prochaine partie. Quelque chose commence à bouger dans l'air. Vous le sentez, mais vous ne pouvez l'expliquer. Au début, vous avez l'impression que ce n'est qu'en vous. Une étrange sensation, comme si les heures s'étiraient, comme si l'horloge avait oublié de compter les minutes. Mais bientôt, vous réalisez, ce n'est pas seulement à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur. C'est comme si tout autour de vous, les murs, la lumière, les voix, avaient pris une nouvelle texture. Et pour la première fois, vous commencez à soupçonner que le temps n'est peut-être pas exactement ce que vous avez toujours cru. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une seconde pouvait durer une éternité, ou qu'une décennie pouvait être contenue dans un seul regard? Cette expérience commence à se manifester, et ce n'est ni ésotérique ni surnaturel. C'est simplement le résultat inévitable d'avoir osé aller aussi loin, d'avoir traversé le vide et ouvert les portes de votre authenticité. Franco Basaglia a dit un jour que ceux qui ont le courage de traverser le silence et les masques développent un regard qu'aucun chronomètre ne peut mesurer. Ils apprennent que le temps psychologique ne suit pas la logique des aiguilles. À mesure que vous observez, la chronologie qui rythmait autrefois votre vie commence à perdre son sens. Les souvenirs surgissent avec plus de vivacité que les scènes d'hier. Un parfum d'enfance embaume votre haleine au milieu de la circulation. Une vieille peur refait surface lors d'une réunion. Un rêve qui semblait oublié refait surface avec la force de quelque chose qui ne vous a jamais quitté. Et soudain, le passé n'est plus un vestige. Il est là, palpitant à vos côtés. L'avez-vous remarqué? L'avenir semble lui aussi se rapprocher, non plus comme une ligne lointaine à atteindre, mais comme quelque chose qui existe déjà et qui attend d'être découvert. Et comme si, en touchant vos ombres et en traversant votre désert intérieur, vous aviez ouvert une faille dans la trame du temps. Et à travers cette faille, passé et futur entrent et sortent comme s'ils ne faisaient qu'un. Sentez-vous comment cette prise de conscience change tout? C'est là que le sentiment d'être en vie s'intensifie. Car chaque souvenir qui refait surface n'arrive pas seul. Il apporte un message, une leçon que vous avez ignorée. Et chaque aperçu de l'avenir est une invitation, une chance de choisir plus consciemment vos prochaines étapes. C'est inévitable. Vous commencez à comprendre que tout est lié. Rien n'est isolé, pas même vous. Basaglia l'a remarqué dans le regard des patients qui ont réussi à s'extirper des institutions psychiatriques. Ils racontaient leurs histoires comme si elles se déroulaient maintenant. Ils parlaient au présent de ce que d'autres s'obstinaient à appeler le passé. Comme s'ils avaient appris qu'il n'y a pas de ligne droite entre hier, aujourd'hui et demain. Et en effet, il n'y en a pas. Il existe un vaste champ où toutes vos versions, l'enfant que vous étiez, l'adulte que vous êtes, le vieil homme que vous serez, coexistent, dialoguent et vous façonnent. Avez-vous déjà essayé de parler à l'enfant que vous étiez autrefois? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il dirait de la personne que vous êtes devenue? Ou imaginez ce que votre moi de 40 ans penserait de vos choix actuels. Ce dialogue entre les époques est plus réel qu'il n'y paraît. Des études récentes en neurosciences montrent que lorsque vous revivez un souvenir, votre cerveau non seulement y accède, mais le reconstruit. Chaque fois que vous le revisitez, vous le modifiez, car vous n'êtes plus le même. Cela signifie que vous pouvez dialoguer avec le passé et, par ce dialogue, transformer qui vous êtes maintenant. Et ce n'est pas seulement à vous que cela arrive. En parcourant ce territoire, vous commencez à réaliser que vous portez aussi en vous des souvenirs qui ne sont pas les vôtres. Difficile de l'expliquer autrement. Vous ressentez des douleurs que vous n'avez jamais éprouvées. Vous aspirez à des lieux que vous n'avez jamais visités. Vous avez des peurs sans explication logique. Basaglia, influencé par Jung,
Appelez cela l'hérédité psychique. C'est comme si toute l'histoire de l'humanité courait sous votre peau. Comme si, d'une manière ou d'une autre, chaque souffrance collective laissait des traces invisibles sur chacun de nous. La recherche épigénétique a montré que les expériences traumatiques peuvent altérer l'expression des gènes et que ces changements peuvent être transmis aux générations futures. Les enfants et petits-enfants de survivants de guerres ou de catastrophes présentent souvent des symptômes de traumatisme qu'ils n'ont pas eux-mêmes vécus. Alors, lorsque vous ressentez une douleur intérieure dont vous ignorez l'origine, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas seulement la vôtre, c'est la nôtre. Cela change tout, n'est-ce pas? Parce que vous commencez à réaliser que vous n'avez jamais vraiment été seul, que chaque larme versée fait écho à celle versée par des millions de personnes avant vous, que chaque peur que vous affrontez a été affrontée par d'autres à d'autres moments. Vous vous sentez petit et en même temps, infiniment connecté à quelque chose de plus grand. Et puis, pour la première fois, on cesse de se demander « pourquoi moi ?» et on commence à se demander « pourquoi nous ?» C'est le début d'une nouvelle conscience. Une conscience que Bassaglia a vue émerger chez les patients les plus lucides qu'il a rencontrés. Ils ne parlaient plus seulement d'eux-mêmes. Ils ont commencé à parler de tous. Ils ont commencé à utiliser « nous » au lieu de « je », parce qu'ils ont compris que la douleur de l'un est la douleur de beaucoup, que la libération de l'un ouvre la voie à la libération des autres. Avez-vous déjà remarqué le regard de certaines personnes, comme s'il avait une trace d'antan, comme si elles portaient en elles des siècles, comme si elles savaient des choses que personne ne leur avait enseignées, des choses dont personne n'ose parler? Ces personnes ont déjà vécu cette expérience. Elles ont déjà accepté que le temps n'est pas linéaire et que nous sommes plus que des individus isolés. Et puis le présent, qui a toujours été perçu comme une prison, commence à devenir un portail, parce qu'on apprend à naviguer entre ses souvenirs, ses futurs possibles et la douleur collective qui nous imprègne tous. Et ce n'est pas paralysant. Au contraire, c'est libérateur. On découvre qu'on a le pouvoir de changer les récits, de briser les cycles, de guérir des blessures que l'on n'a même pas ouvertes. Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où vous avez répété des schémas familiers sans vous en rendre compte? Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire ou à faire des choses que vous vous étiez promis de ne jamais faire? Cela arrive parce que vous êtes coincé dans l'intrigue de vieilles histoires qui n'ont jamais été remises en question. Mais maintenant, avec ce nouveau regard, vous pouvez arrêter. Vous pouvez vous demander, dois-je continuer? Ou puis-je choisir autre chose? Ce choix est ce que Bassaglia a qualifié d'acte radical de liberté. Un acte qui n'est pas seulement le sien, mais qui résonne auprès de ceux qui l'ont précédé et de ceux qui le suivront. Un acte qui dit « Je refuse de continuer à vivre en pilotage automatique de la douleur héritée. J'assume la responsabilité de réécrire cette histoire. » Et c'est curieux de voir comment cela transforme aussi vos relations avec les autres, parce que vous commencez à voir les liens invisibles qui vous relient à eux. Vous cessez de vous sentir constamment en compétition. Vous cessez de juger autant. Vous cessez de vouloir tant prouver. Et vous commencez à ressentir une compassion différente. Non pas la compassion superficielle de quelqu'un qui dit « pauvre créature », mais la compassion de quelqu'un qui reconnaît chez les autres la même douleur qu'il a déjà reconnue en lui-même. Et le temps n'est plus un ennemi. Il ne vous force plus à aller vite, à atteindre des objectifs artificiels, à courir contre une montre qui ne s'arrête jamais. Le temps est désormais un allié. Il vous offre la possibilité de marcher à votre rythme, de dialoguer avec toutes vos versions, et de laisser chaque souvenir et chaque rêve contribuer à la personne que vous devenez. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi le silence était nécessaire, pourquoi le vide était nécessaire, pourquoi la chute du masque était nécessaire. Tout cela vous préparait à réaliser qu'il ne s'agissait jamais que de vous. Il s'agissait toujours de tous. Il s'agissait toujours de l'histoire entière qui vibre en chacun de nous. Et cela vous confère une énorme responsabilité, certes, mais aussi un immense pouvoir. Car si vous pouvez choisir de cesser de répéter la douleur héritée, vous pouvez aussi choisir de créer de nouvelles histoires dont d'autres hériteront. Vous pouvez être le maillon qui transforme une chaîne de souffrance en une chaîne d'espoir. Et là, à cet instant où vous réalisez enfin que vous portez en vous un passé qui n'est pas le vôtre et un avenir qui n'est pas encore écrit, quelque chose se produit. Quelque chose que ni le silence, ni le vide, ni l'authenticité ne pourraient à eux seuls vous offrir. Vous commencez à pressentir qu'il y a quelque chose d'encore plus grand, de plus profond, de plus mystérieux qui vous attend. Une dimension qui se situe au-delà du temps et de vous-même. Mais ça,
C'est quelque chose que je ne peux vous montrer que dans la prochaine partie. À un moment donné, on réalise qu'il ne reste plus rien entre soi et la vérité. Plus de masque, plus de vide à franchir, plus de porte à forcer. Il ne reste plus que soi, entier, à vif, face à quelque chose d'indicible, mais qui emplit pourtant l'espace d'une présence presque sacrée. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle conscience. Franco Basaglia appellerait cela la liberté ultime, le moment où l'on accepte enfin que l'on n'est pas là pour répéter des histoires, pour satisfaire des attentes ou pour se cacher de soi-même. Le moment où l'on reconnaît, avec humilité et courage, que la vie est trop courte pour être vécue à moitié. Cet instant apporte un silence différent, ni le silence dense de la peur, ni le vide angoissant de l'attente. C'est un silence léger, comme si quelque chose en vous avait trouvé sa place. C'est la prise de conscience que, oui, la mort rôde, mais que c'est précisément pour cela que la vie mérite d'être honorée. Chaque seconde, chaque choix, chaque larme et chaque rire. Et là se pose la question essentielle. Qu'allez-vous faire de tout cela? Maintenant que vous savez, que vous avez ressenti, que vous comprenez qu'il n'y a plus d'échappatoire, il n'y a plus d'excuses, comment allez-vous vivre désormais? La plupart des gens, lorsqu'ils atteignent ce stade, ressentent de la peur. C'est naturel. La vraie liberté est effrayante, car elle implique des responsabilités. Vous savez maintenant que vous ne pouvez plus blâmer les circonstances, les autres ou le destin. Vous comprenez maintenant que ce que vous faites ou ne faites pas est toujours votre choix. Alors, je veux vous proposer quelque chose de très concret, quelque chose de simple mais puissant. Un plan pour vous aider à transformer tout cela en actions concrètes. Un chemin pour que cette expérience ne se perde pas dans les prochaines 24 heures, engloutie par la routine. Tout d'abord, choisissez un carnet, un bloc-notes ou même un fichier personnel sur votre ordinateur. Donnez-lui un nom qui vous parle. Journal de qui je suis, carte de ce qui compte, mes débuts peu importe. Le nom n'a pas besoin d'être parfait, mais il doit être le vôtre. Sur la première page, rédigez une phrase résumant ce que vous avez ressenti en regardant cette série de vidéos. Ne vous souciez pas d'être éloquent ou beau. Soyez simplement honnête. Ensuite, répondez à 3 questions fondamentales. Quel était le plus grand masque que vous ayez réalisé que vous portiez? Qu'as-tu découvert sur toi-même dans le vide? Quelle partie de vous-même avez-vous toujours cachée et que vous souhaitez maintenant mettre en lumière? Ne vous précipitez pas pour répondre. Prenez un jour, une semaine, un mois, mais répondez honnêtement. La deuxième étape consiste à choisir un geste quotidien d'authenticité. Petit, mais concret. Cela peut être de dire non à quelque chose que vous ne voulez pas faire. Cela peut être de porter des vêtements que vous aimez sans craindre le regard des autres. Cela peut être de regarder quelqu'un dans les yeux lorsque vous parlez, au lieu de détourner le regard. Il suffit que ce soit quelque chose qui vous montre que votre liberté n'est pas seulement intérieure, mais aussi pratique. La troisième étape consiste à faire l'inventaire de ce qui compte vraiment. Prenez une feuille de papier et divisez-la en 2 colonnes. D'un côté, notez tout ce que vous faites au quotidien qui vous épuise, vous vide, que vous faites uniquement pour faire plaisir ou éviter d'être déçu. De l'autre côté, notez tout ce que vous faites qui vous apporte une joie authentique et qui vous comble. Ensuite, choisissez au moins une chose de la première colonne à abandonner et une de la seconde à prioriser. Une seule de chaque, pour l'instant. Enfin, gardez tout cela à portée de main. Non pas pour vous blâmer ou vous juger, mais pour vous rappeler que ce travail est sans fin. C'est ce qui donne un sens à votre vie. Basaglia a toujours dit que la liberté sans action n'est qu'une belle idée. L'action sans liberté n'est que répétition. Mais en combinant les deux, un être humain naît, conscient de lui-même et du monde. Je sais que c'est dur. Je sais que parfois tu auras envie de retomber dans tes vieux masques. Je sais que le vide sera parfois insupportable. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Personne ne l'a jamais été. Ce voyage que tu entreprends maintenant a été entrepris, sous différentes formes, par des milliers de personnes avant toi. Et pourtant, personne ne peut le faire à ta place. Et si à un moment donné vous vous sentez perdu, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il vous suffit de passer à l'étape suivante. C'est tout. Maintenant, je veux que vous preniez une grande inspiration et que vous vous posiez une dernière question avant de terminer cette vidéo. Quel choix pouvez-vous faire aujourd'hui, maintenant, qui honore tout ce que vous avez appris jusqu'à présent? Cette question vous concerne exclusivement, mais si vous le souhaitez, vous pouvez me donner votre réponse. Si ce contenu vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant.
C'est un geste simple qui nous aide à continuer à produire du contenu qui compte vraiment. Aimez cette vidéo pour qu'elle touche davantage de personnes qui, comme vous, aspirent à quelque chose de plus grand que la simple survie. N'hésitez pas à partager vos questions ou expériences dans les commentaires, même anonymement. On ne sait jamais qui pourrait être inspiré par votre histoire. Vous avez déjà commencé à changer rien qu'en arrivant jusqu'ici. À vous maintenant de continuer. Je suis là. Nous sommes là. Et quand vous serez prêts, le voyage continuera.